Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre cet exercice ici, en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir essayé par vous-même, avant d'essayer de chercher, d'avoir essayé de chercher où était l'arnaque, et pour pas vous faire spoiler tout simplement. Et si vous avez un commentaire à émettre, vous êtes le bienvenu, mais n'oubliez pas, s'il contient le moindre spoil, de l'indiquer en début de commentaire. C'est parti, soit A et B deux réels, soit F, une fonction qui va de R dans R, qui est définie par f de x égale, donc là il y a bien un A, pour pas vous faire perdre de temps, définie par f de x égale ax carré sinus 1 sur x plus ax si x est strictement positif, et bx exponentielle x si x est négatif ou nul. On nous demande de montrer que si f est de classe C1 sur R, alors A égale B. Ok, bon, sympa. On nous demande une condition nécessaire pour que f soit de classe C1 sur R. On ne demande même pas une condition nécessaire et suffisante. Bon, pour un flemmard comme moi, c'est parfait. Si j'ai envie de faire du zèle après, on verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah non. Déjà, par quoi on va commencer? Par le fait de dire que par théorème généraux, bon, on se permet ça, on est en première année, par théorème généraux, f est bien de classe C1 sur R étoile. Sur R plus étoile, tout va bien. Sur R moins étoile aussi, étoile, hein, je ne vous fais pas l'affront de mettre le 0 dedans parce qu'il aurait inférieur ou égal à 0, non. À la frontière, ça compte pas. F est de classe C1 sur R étoile, par composé, somme, etc., ce que vous voulez, de fonctions de classe C1. La seule question qui se pose, c'est le caractère C1 en 0. Déjà, pour commencer, la moindre des choses pour espérer être C1 en 0, c'est être continu en 0 quand même. Donc je vais regarder peut-être la limite à gauche et à droite en 0 de f, pour essayer de voir si ça fait bien f de 0. Pourquoi je regarde la limite à gauche et à droite? Parce que là, deux expressions distinctes. Je vais commencer par dire tout simplement que, pour commencer par celle à droite en 0, limite quand x tend vers 0, de ax, c'est évidemment 0, et ce, quelle que soit la valeur de a. Et pour le second membre de la somme, le premier en fait, ax carré sinus 1 sur x, bon, sinus 1 sur x ne me fait pas du tout peur, ax carré sinus 1 sur x, c'est toujours inférieur ou égal en valeur absolue à valeur absolue de a fois x carré, ce pour tout x strictement positif. Ok, or, j'aurais pu mettre 0 inférieur ou égal à ça, inférieur à ça, or, limite quand x tend vers 0 de valeur absolue de a fois x carré, c'est 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, et par somme de limites avec celle-là, du coup avec celle de ax, qui faisait 0, d'après le théorème, comment on va meubler, des gendarmes, et par somme de limites, on meuble en répétant, et Johnny par somme de limites, sinon ça fait limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x est égal à 0. Ok, bon. Que vaut la limite à droite? Non, ça c'était la limite, j'ai dit à gauche, non, je voulais dire à droite. À droite en 0, et la limite à gauche en 0, il faut faire tendre x vers 0 dans cette expression, et f de 0, ça correspond aussi à cette expression. Donc j'ai conscience que la limite à gauche en 0 va valoir f de 0. Bon, je l'écris quand même, limite quand x tend vers 0 avec x inférieur à 0 de f de x, existe, bon, je me lance dans un calcul où j'ai pas établi l'existence de la limite, mais je vois qu'elle existe, limite quand x tend vers 0, en étant inférieur à 0, ça change rien pour l'expression qui est là, de bx exponentielle x, et ça fait 0. Et ça fait f de 0. f de 0, ça fait tout simplement, je remplace x par 0 dans cette recette, et on me dit, si x est inférieur ou égal à 0, x égale 0 correspond à ce cas-là, donc je fais b fois 0 fois exponentielle 0, ça fait bien 0. Donc la limite à gauche en 0, la limite à droite en 0 sont égales à f de 0. Ça veut aussi dire que la limite quand x tend vers 0, sans distinction de gauche et de droite, de f de x, égale f de 0, f est continu en 0. C'est une sorte de mini-échec pour moi. En fait, ça ne discrimine pas les valeurs de a et de b, en fait. Pour toute valeur de a et de b que vous me choisiriez, j'ai bien la continuité de cette fonction en 0. Ok. Je vais m'intéresser maintenant à sa dérivabilité en 0. Bon, je vais m'intéresser à la limite du taux d'accroissement
en 0. Donc je mets en 0, toujours en distinguant les cas, inférieur à 0, pour x inférieur à 0, enfin, quand je fais tendre x vers 0 par valeur inférieure et par valeur supérieure. Pour tout x inférieur strictement à 0, f de x moins f de 0 sur x moins 0, bon je fais un peu de zèle, ça fait, bon, pour x inférieur à 0, je prends cette expression, bx exponentielle x moins f de 0 qui fait 0 sur x, et donc ça fait b exponentielle x. Et ça tend vers quoi quand x tend vers 0 ? Bah, par continuité de la fonction exponentielle en 0, ça tend vers exponentielle 0 qui fait 1. Donc limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x moins f de 0 sur x moins 0, et bah c'est tout simplement b. J'aimais bien écrire 0 plus avant, mais je suis tellement tombé sur des élèves dont les profs détestaient le 0 plus et le 0 moins que j'ai arrêté. Donc, pour tout x strictement, donc voilà, ça serait le nombre dérivé à gauche en 0 qui vaut b. Ok. Pour tout x strictement plus grand que 0 maintenant. Vous voyez que avant d'attaquer le calcul de limite, je me trimballe pas avec lim. J'écris l'expression qui m'intéresse, je regarde comment la transformer, et une fois que je peux saisir sa limite, je le fais. Si elle existe. F de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x est strictement positif, ça me fait x carré sinus 1 sur x. Pardon, j'en oublie le a du coup. Ax carré, si j'avais mis un a, plus ax sur x. Ok, donc moins f de 0 qui fait toujours 0 sur x. Ce qui me fait quoi ? Ce qui me fait tout simplement, j'aurais pu laisser un peu plus de place, ce qui me fait ax sinus 1 sur x plus a. Je veux la limite de ce machin quand x tend vers 0, par valeur supérieure. Bon, ok. De même que précédemment, de même que pour x carré sinus 1 sur x, et ben x sinus 1 sur x, avec le même argument, hein, en valeur absolue c'est inférieur à la valeur absolue de x, et c'est réglé, tend vers 0 quand x tend vers 0, que ce soit par valeur inférieure ou pas, supérieure ou pas d'ailleurs. Ok. Donc, eh bien, limite quand x tend vers 0, en étant supérieur à 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à, cette fois-ci, a. Ok. Bon. F est dérivable en 0 si et seulement si la limite à gauche en 0 de ce taux d'accroissement et la limite à droite en 0 de ce taux d'accroissement existent, sont finies et sont égales, pour pouvoir avoir la limite du taux d'accroissement en 0 qui est une valeur finie, qui est un réel et qui me donne le nombre dérivé en 0. Donc f est dérivable en 0, un peu moins de flou s'il vous plaît, f est dérivable, merci, f est dérivable en 0, si et seulement si a égale b. Ah, ok. Mais que dire du caractère C1 maintenant en 0 ? Nous savons que f est de classe C1 sur R étoile déjà. Nous savons maintenant que f est dérivable en 0. Enfin, pardon, je suis pas assez précis, ça c'est si a égale b. Voilà. F est dérivable en 0. Ok. C1 sur R étoile, dérivable en 0. C'est plutôt cool. Bah, qu'est-ce qui manque ? C'est juste ce qui manquait pour le caractère C1 partout, c'était juste la dérivabilité en 0. Donc, avec un théorème que vous appelez invariable, enfin, selon les cas, souvent limite de la dérivée, parfois prolongement C1 dans ce cas-là, vous pouvez m'affirmer que f est de classe C1 en 0, et donc sur R. Le seul point qui manquait, c'était, pour être C1 sur R, c'était 0. C1 sur R étoile, dérivable en 0, tout va bien. Si je veux refaire le calcul et faire abstraction du théorème, si je calcule, un peu comme je l'ai fait ici pour mes taux d'accroissement, si je regarde la limite à gauche et la limite à droite de ma dérivée en 0, et ben je vais obtenir la même chose et je vais obtenir f' de 0. On se rejoint bien. En conclusion, eh ben, sans m'en rendre compte, bon, je m'en rends compte maintenant, j'ai fait du zèle en fait. J'ai donc que f est C1 sur R, si et seulement si, A égale B. On m'avait demandé de montrer que si f est C1 sur R, alors A égale B. Bah, f est de classe C1 sur R, si et seulement si A égale B. J'ai une condition nécessaire et suffisante. J'aurais pu m'arrêter plus tôt. J'aurais pu m'arrêter plus tôt à f dérivable en 0 si et seulement si A égale B. Or,
Si on veut que f, enfin, si f est C1 sur R, alors f est dérivable en 0. Et alors, donc, A égale B, puisque là, je peux aller dans les deux sens. Donc j'aurai ma condition nécessaire pour être C1 sur R. Bon, il était dommage de passer à côté du fait que c'était aussi une condition suffisante, même si l'énoncé ne m'en demandait pas tant. Voilà. Bon, alors, bah, où est-ce que j'ai pu vous avoir? Je sais pas, moi, Regardons. Par théorème généraux, f est de classe C1 sur étoile, c'est pas une arnaque, arrêtez. Enfin, les gens qui embêtent les premières années sur ça, sur ces cas-là, faut pas abuser, à part si on est au début du chapitre dérivabilité, ok, on va les faire retravailler comme des terminales, certes, elle est bien C1 sur étoile, y a pas de souci. Et je sais qu'il y a des profs qui aiment pas dire C1 sur étoile, qui préfèrent dire C1 sur moins l'infini 0 ouvert, et sur 0 ouvert plus l'infini. Je peux comprendre, mais pour pas que les élèves se fassent des trucs bizarres dans leur tête, mais être C1 sur un ensemble, sur un sous-ensemble de R, c'est être C1 en tous les points, en chaque point de cet ensemble de R. Donc être C1 sur étoile, c'est être C1 sur chaque point de R étoile. Donc sur tous les réels, sauf, on sait pas ce qui se passe en 0. Quand on dit C1 sur R étoile, il faut faire attention par contre, unanimement, personne ne dit ici que F n'est pas de classe C1 en 0. Voilà. On ne sait pas pour 0. Limite quand x en... Bon, ça, c'est mes calculs de limite me semblent bien. La valeur absolue du sinus que j'ai majoré par 1, tout va bien. La continuité en 0, il me semble pas vous avoir eu là. Les calculs de la limite du taux d'accroissement à gauche et à droite en 0, il me semble pas vous avoir arnaqué non plus. À part erreur, voilà, mais je pense pas. Donc, ça tendait vers 0, ça tend vers A, ok. Qu'est-ce qui se passe alors? Quel problème? Bah le problème c'est mon zèle. J'aurais pu, effectivement, quand je dis à la fin, j'aurais pu m'arrêter à machin, f, j'aurais pour répondre à l'énoncé, je dis juste f dérivable en 0 si et seulement si A égale B, donc je reprends ça. Si f c'est 1 sur R, alors f dérivable en 0, et donc A égale B, c'est tout. Voilà. Et je réponds à la question posée. Mais non, j'ai voulu faire du zèle, mais il fallait pas. Éviter le zèle inutile comme ça. Parce que le si A égale B, f c'est 1 sur R étoile, f est dérivable en 0. Je sais pas ce que j'ai dit, j'ai dû dire on se rejoint. Je dis mais comment genre ça, pour on se parler rejoint genre, tu viens pas me chercher. de la limite de la dérivée à gauche en 0 et à droite en 0. Enfin, limite, je l'ai dit à l'oral pour bien vous en fumer, mais limite quand x tend vers 0 avec x supérieur à 0 de f' de x, la limite quand x tend vers 0 avec x inférieur à 0 de f' de x. J'ai dit oui, on se rejoint bien. N'importe quoi. Regardez ce que ça va faire. Bon, on va discuter après de pourquoi ce théorème, pardon, on peut en discuter maintenant d'ailleurs, ce théorème ne s'applique pas. Le théorème de la limite de la dérivée ou de prolongement C1, en fonction de la limite de la dérivée, si on parle pas du caractère C1, limite de la dérivée, c'est si f est continu sur un intervalle i, de réel, non vide, non réduit à un point, on va dire, f dérivable sur i, sauf éventuellement en un point x0, ok, et on sait que limite, quand x tend vers x0 de f' de x, existe et vaut un certain réel L, et ben ça implique que f est en fait dérivable sur i, donc en fait en x0 aussi du coup, et que f' de x0 c'est votre fameux L. Et ça indique aussi que votre dérivée est continue en L. Autrement dit que f est de classe C1 en L. Si par ailleurs vous rajoutez, là vous renforcez l'hypothèse en disant f C1 sur i privé de x0, ça vous fait que f est C1 sur i tout entier. Voilà, mais là on n'est pas dans cette situation. J'ai pas une limite, justement, le théorème ne me permet pas de dire si j'essaie de faire une sorte de réciproque bizarre du théorème, si je suis dérivable, si j'ai ça, la dérivabilité en x0, ce que j'ai établi effectivement proprement avec méthode d'accroissement, alors j'aboutirais au fait forcément que comme je suis... Là, je faisais miroiter que j'étais C1 par ailleurs sur i privé de machin, alors ça me faisait tomber automatiquement ça et que j'étais bien C1 sur i tout entier. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, et on va le voir avec notre fonction. Limite quand x tend vers 0 avec x strictement supérieur ou égal à 0, supérieur à 0 pardon, de f' de x. Donc, il s'agit de... On sait dériver ça, quoi. Pour tout x strictement supérieur à 0, que vaut f' de x? Oui, je vais me remettre f de x, pardon. F de x, c'était ax carré sinus 1 sur x plus ax. Ax carré sinus 1 sur x plus ax. F' de x, vous dérivez ça. Bon, je laisse le a en facteur. A facteur de 2x sinus 1 sur x. Moins, pourquoi moins? Parce que je vois sortir du moins 1 sur x carré. Moins x carré sur x carré
cosinus 1 sur x, je dérive ça comme un produit de deux fonctions, et pour le second membre, il y a une histoire de composé qui intervient. Ok, plus a. Ok, que dire de tout ça? Ça fait a facteur de 2x sinus 1 sur x moins cosinus 1 sur x plus 1, si on veut tout factoriser par a, faire du del un peu. Bon, c'est un peu moche. Ok. Ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Ça, c'est une constante. Et cos 1 sur x. Cos 1 sur x n'a pas de limite quand x tend vers 0. Comment je prouve rapidement? Bon, on le voit, parce que 1 sur x, quand x tend vers 0, 1 sur x va tendre vers 0 plus, pardon. Si on fait tendre x vers 0 par valeur supérieure, 1 sur x va tendre vers plus l'infini, et cos n'a pas de limite en plus l'infini. Et comment je le sais, ça, que cos de 1 sur x n'a pas de limite en 0? Vous pouvez par exemple, mais c'est pas le cœur de la vidéo ici, mais enfin, si vous écrivez ça sur votre copie, je pense pas qu'on vous embête, mais qu'est-ce que ça voudrait dire que cos 1 sur x admette une limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure ici? Ça voudrait dire que pour tout, par caractérisation séquentielle, ça voudrait exactement dire que pour toute suite de réels strictement positifs, pour rester dans le bon domaine, tel que xn tende vers 0, cos de 1 sur xn tendrait vers cette limite L, quand n tend vers plus l'infini. Il vous suffit de prendre deux suites pour casser le truc. Vous prenez d'une part la suite xn définie par pour tout n, xn égale 1 sur 2πn, qui tend bien vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Cos de 1 sur xn, à chaque fois, ça fait cos de 2πn et ça fait 1. Ça tend toujours donc ça tend vers 1, puisque c'est une suite constante. Et si vous prenez yn, une autre suite, qui est définie par yn égale 1 sur 2πn plus npi sur 2, donc là, bon, d'accord, ok, n étoile, du coup, ça commence pas à 0, ça change rien. 2πn plus npi sur 2, plus pi sur 2, et si vous voulez, vous mettez n plus 1, pas me saouler. 1 sur 2πn plus pi sur 2, si je dis pas de bêtises, voilà, ça, cosinus de 1 sur yn, ça va toujours être égal à 0. Donc, ça voudrait dire, s'il y avait une limite, ça voudrait dire que cette limite serait à la fois 0 et 1. C'est pas possible par unité de la limite. Voilà. Donc, ce terme n'a pas de limite, et donc tout ça non plus. Hein. On pourrait se dire, ok, mais c'est pas le fait que ce terme n'a pas de limite que ça interdit aux autres. Non, parce que le fait que ceci n'a pas de limite, je prouve, parce que ça c'est une limite, je prouve des trucs, je suis en train de justifier des trucs bidons là. Ça c'est quelque chose qui tend vers une limite, le reste tend vers 1 à l'intérieur, et lui n'a pas de limite. Je peux, pareil, si je veux vraiment faire du zèle absolu, ce serait exagéré de fou, refaire la même chose avec mes 1 sur 2πn sur tout le monde, ça tendra toujours vers 0. Je montre que ce terme n'a pas de limite, c'est évident, voilà. Vous n'êtes pas embêté sur ça, ce terme n'a aucune limite, n'a pas de limite, donc j'ai un problème déjà pour la limite quand x tend vers 0 avec x strictement supérieur à 0 de f' de x, sauf si je peux sauver ça par un a nul. Si a est nul, tout ça tend vers 0. Tout ça est toujours égal à 0, donc tend vers 0. Mais si a n'est pas nul, ceci n'a pas de limite. Donc on est déjà mal barré. Et la limite à droite, la limite à gauche, pardon, j'ai des problèmes de gauche et de droite. La limite à gauche en 0, on regarde la limite on regarde la limite de ça, de la dérivée de ça, donc de f' de x, et on regarde, ça va faire quelque chose, flemme, grosse flemme, et ça va faire, si je dis pas de bêtises, ça va faire... je l'ai fait à un moment, ou pas? Je sais plus. Non, je l'ai pas fait. f' de x, limite quand x tend vers 0 avec x inférieur à 0, de f' de x, c'est, je présage qu'elle existe, c'est pour ça que j'écris tout de suite limite quand x tend vers 0, donc c'était quoi déjà? J'en ai marre, pardon. Bx exponentielle x, donc je vais dériver ça vite, b x plus 1 exponentielle x. Je dérive ça comme un produit, j'ai du 1 exponentielle x avec x à cause du x, plus x exponentielle x, et donc c'est la limite quand x tend vers 0 de ce machin, et c'est tout simplement b, en fait. Et du coup, voilà, pour la seule manière pour que la limite et la dérivée en 0, on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était a et b si a et b étaient égaux. Enfin, a ou b, invariablement. Et donc, si on est dans le cas où a égale b, la seule manière pour que la dérivée de f soit continue en 0, c'est que a égale b égale 0, en fait. Voilà. Donc, f est C1 sur R. La seule manière pour que f soit C1 sur R, en réalité, c'est que ce soit la fonction nulle. Ça fasse 0 tout le temps là, pour x positif, et 0 tout le temps pour x négatif. Mais à aucun moment, je peux donner une équivalence entre de classe C1 et équivalent à A égale B. Et A égale B, du coup. Voilà, il est rare, ça peut arriver qu'un énoncé vous demande un truc sous-optimal et qu'il aurait pu vous demander mieux, c'est quand même rare, donc faut parfois se méfier dans ce genre de situation. Attends, est-ce que c'est moi qui ai pas vu un truc, ou est-ce que vraiment l'énoncé veut me simplifier un peu la vie? Là, en l'occurrence, l'énoncé m'a demandé ce qui était demandable, et c'est moi qui en ai rajouté comme ça, pour faire n'importe quoi. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.